Vous écoutez Causerie d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corps et Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat, nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corps et Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'interviewer Jean Smith. Jean Smith, que vous connaissez très certainement, qui a écrit beaucoup, mais aujourd'hui, je vais le laisser se présenter brièvement. Bonjour Jean, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas, pardon. Bonjour à tous. Oui, moi j'ai 58 ans, ça fait 44 ans maintenant que je pratique les arts martiaux. J'ai fait plusieurs styles de karaté. Je me suis arrêté il y a 35 ans à peu près au Uechi-Ryu. Et puis je pratique le Kobudo depuis presque le début aussi où j'ai commencé les arts martiaux. J'ai commencé en fait les arts martiaux, j'avais 14 ans. Voilà. Merci pour ce retour. Bon, il est très humble, il vous dit pas qu'aujourd'hui il est responsable de 2 organisations en Europe. Est-ce que tu peux en parler brièvement de ces organisations? Alors oui, bien sûr. En fait, en Uechi-Ryu, je sais pas si c'est ça que tu veux dire, je suis expert au niveau de la fédération, mais ça c'est maître Yukinobu Shimabukuro qui m'a proposé cette place. On est 2, il y a Didier Leroux et moi-même pour le Uechi-Ryu. On représente donc l'école de Futenma, l'école traditionnelle du Uechi, de la famille Uechi. Et voilà, donc c'est un acte de confiance qui est plutôt sympathique pour moi, quoi, et qui pose la question de la transmission derrière, de l'articulation d'une transmission, quoi, d'un passage. Et puis de l'autre côté, j'ai eu la chance de revoir un maître que j'ai connu il y a 34 ans à peu près, enfin bref, et qui est maître Takashi Kinjo, qui est 10e dan en Kobudo et en Uechi-Ryu aussi, qui est un chercheur, donc qui est un peu hors norme à Okinawa. C'est quelqu'un qui considère la tradition comme quelque chose qui doit évoluer, et donc qui m'a donné la responsabilité de son style pour l'Europe. C'est-à-dire en Kobudo principalement, parce qu'en karaté, pour être bien clair, je reste dans la droite ligne de Futenma. Je n'ai chez lui que l'aspect Kobudo, et il y a quelqu'un d'autre qui sera responsable au niveau du karaté pour le Kobukai. Voilà. Donc en parallèle de cette interview, une nouvelle fois il y aura une interview sur Yashima, sur tout son parcours. Donc je sais pas si elle sera sortie au moment de cette interview, si l'interview sur Yashima sera plus tard. Enfin, je vous l'écrirai très certainement en dessous, ou alors je vous le mettrai en description. Mais voilà, il a été très prolifique aussi sur cette interview-là. Donc comme vous le savez, nous on va s'intéresser au corps, à l'esprit. Aujourd'hui, on va parler notamment du corps Uechi. Uechi, on a souvent la vision d'un karaté très dur. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est quelque chose qui est extrêmement dur comparé à d'autres karatés? Oui, c'est un karaté où on recherche le renforcement du corps, ça c'est certain, mais à l'origine ça s'appelait Pangainun, l'appellation chinoise, ce qui veut dire alliance du dur et du souple, comme Goju-Ryu en fait, c'est la même chose. Donc on a un peu trop fait ressortir l'aspect dur du Uechi-Ryu, qui existe, mais qui n'est pas le seul. Et en fait, il y a tout un aspect aussi souple, et qui est lié au Muchimi d'Okinawa, la manière de pratiquer qui est ronde et on dit collante aussi, c'est pas des mouvements secs, un petit peu comme on peut voir dans le karaté japonais. Donc il y a tout cet aspect souple aussi dans le karaté Uechi-Ryu, mais le renforcement du corps en Uechi-Ryu est vraiment important. C'est quand même une des particularités de notre style. On appelle ça le kotekitai, renforcement en fait des bras, des poignets, mais c'est aussi l'ensemble du corps. C'est ce que l'on fait par exemple pendant Sanshin, où le professeur va toujours contrôler ses élèves en tapant sur différents endroits du corps. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand on se renforce comme ça? Oui, ça, il faut faire attention, ne pas aller trop vite et être progressif dans son entraînement. C'est très important parce que si on va trop vite, par exemple, au niveau de l'os, on peut créer des microfractures,
ce qui est définitif, quoi. Après, il y a une fragilité de l'os. Après, il faut vraiment progressivement accentuer la force de l'entraînement, ce qui fait que l'os lui-même va se renforcer. Alors, c'est un petit peu la comparaison avec les astronautes qui partent dans l'espace et qui doivent faire des exercices en même temps pour garder cette solidité de l'os, parce que l'os doit être soumis à des contraintes. Donc en fait, le côté Kitai, c'est un petit peu le renforcement non seulement musculaire, mais de la structure de l'os, etc. Mais pour ça, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de progressif qui se mette en place, et ça dure des années. Hein, c'est pas un mois ou deux, quoi. Est-ce que vous utilisez des outils, on connaît en boxe taille par exemple la bouteille ou le rouleau à pâtisserie qu'on va passer sur les sur les tibias, est-ce que vous avez des outils comme ça? On préfère le travail à deux, je crois, hein, tous. Après, oui, on peut se frapper avec des bâtons, enfin pas des bambous, du rotin, des choses comme ça, on peut faire rouler. Moi, je le fais pas trop, en tout cas. Et puis, traditionnellement, ça se fait toujours à deux. Donc, on essaye, si possible, d'avoir quelqu'un qui est à peu près de notre niveau pour travailler à deux. Et puis sinon, on travaille avec un débutant ou quelqu'un de plus avancé et on adapte son travail, quoi. Mais je pense que traditionnellement et personnellement, en tout cas, moi, je préfère largement le travail à deux. C'est toujours plus facile. C'est comme une pratique de karaté, quoi. De pratiquer tout seul, c'est bien, mais c'est quand même pas très vivifiant pour le cœur, quoi. Voilà. Je vois que derrière, donc dans ton très beau dojo personnel, tu as donc un punching ball. Est-ce que c'est des outils qu'on utilise traditionnellement à Okinawa en Uechi-ryu? Alors, on utilise des sacs, beaucoup de makiwara. Là, moi, je l'installe à l'extérieur quand il pleut pas, quoi. Hein. J'ai le support et je le fixe dessus. Beaucoup de makiwara et le sac. Donc ça, pour moi, c'est comme un sac, quoi. Hein. Il est lesté à la base et tout. Et oui, ça permet de travailler principalement. Moi, je travaille beaucoup les jambes avec les mawashi. Et puis, voilà, garder une certaine souplesse, si possible, une certaine force, et puis un entraînement de fond. Après, oui, c'est une partie de l'entraînement. Le makiwara, c'est l'autre partie. Quelle est la différence entre la pratique pour le corps, je parle pour la pratique du makiwara et de la pratique du sac ou du punching ball? C'est pas du tout le même objectif. Le makiwara, ça sert à fixer la force. C'est-à-dire qu'en fait, la planche souple, si on se prend le retour, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'on doit fixer. Et donc, tandis que le sac, c'est un entraînement à la puissance, à une forme de souplesse de travail, quoi. Même si le makiwara aussi, c'est une souplesse de travail, mais c'est pas le même impact que l'on produit. Sur le sac, on peut faire un peu ce qu'on veut, en fait, hein. Et sur le makiwara, c'est vraiment l'idée de fixer la force. Et est-ce que du coup, au niveau du corps, quand on utilise le corps sur l'un ou sur l'autre, on l'utilise différemment? Oui, que tu me poses la question, et je me rends compte, en fait, après, on utilise le corps différemment, c'est-à-dire que le makiwara nécessite un travail d'ancrage aussi, mais je me dis, en fait, les deux, tu sais, progressent ensemble, et le travail du makiwara vient sur le sac, et le travail du sac vient sur le makiwara aussi, quoi. Mais il y a quand même un travail de positionnement. On est obligé sur le makiwara de travailler bien si on veut un résultat. Et sur le sac, on le sait bien, on peut faire un peu n'importe quoi et progresser en puissance. On va se rendre compte qu'on a plus de puissance à un moment donné, quoi. C'est pas tout à fait la même chose, et l'impact à l'arrivée n'est pas le même. Et je pense que le makiwara apporte beaucoup sur l'impact, sur la manière de frapper. Le sac, quelque part, ne répond pas, tandis que le makiwara répond. Et donc, il oblige un positionnement du corps plus précis. C'est intéressant, cette idée de réponse du makiwara. C'est pour ça, hein, cette flexibilité. Alors, souvent, on voit plein de makiwara dans les dojos, et à une époque, tout le monde en avait un, mais c'était des makiwara assez épais. C'est pas très bon pour la santé. C'est-à-dire qu'il faut que le makiwara absorbe quand même l'onde de choc. Et on n'est pas tous des Goliaths, quoi, je sais pas, enfin, on n'est pas tous tellement forts et puissants et lourds. Donc, il faut qu'un makiwara soit adapté à notre poids, notre force, etc. Et il faut qu'il absorbe quand même l'onde de choc. Parce que si c'est renvoyé à chaque fois dans le coude ou dans l'épaule, c'est pas très bon, quoi. Donc, à l'origine, souvent, les makiwara qu'on trouvait dans les dojos étaient trop épais, trop rigides. Il faut qu'il y ait une certaine
souplesse. D'accord. Et puis, on peut accentuer ça. C'est pareil, c'est progressif. Quelqu'un qui voudrait se fabriquer un makiwara qui prend une planche de bois et qui l'enfonce d'un certain niveau dans le sol, c'est suffisant? Oui, oui, oui. C'est-à-dire, il faut que le pied soit très bien bloqué, donc scellé, etc. Donc ça, c'est la contrainte mécanique. Après, il faut que le bois soit souple, donc le frein est bien indiqué, par exemple. D'accord. C'est plus facilement, le chêne est trop dur. D'accord. Pas très compliqué, oui, après, il faut le mettre à 1m20, 1m30, enfin, ça dépend de la grandeur de la personne, mais c'est à peu près au niveau du plexus solaire, du sternum, quoi, hein, pour le travail. Et on peut tout travailler, bien sûr, les pieds, les mains, tout. Très intéressant. Merci. Et ben donc, si vous voulez vous faire un makiwara, vous avez ici des idées. Mais c'est peut-être pas très indiqué pour quelqu'un qui ne sait pas travailler le makiwara, travailler seul le makiwara, non? Non, il vaut mieux être un peu conseillé par quelqu'un, regarder des vidéos. C'est un travail vraiment décontracté, le makiwara. On fait souvent de manière un peu trop rigide. Il faut que ça soit souple. Et la manière de fixer l'impact, c'est un bref moment. C'est toujours dans cette idée liée au travail de Okinawa. C'est vrai que nous, le karaté a été apporté d'abord par des Japonais. Moi, quand j'ai commencé, on connaissait absolument pas le karaté d'Okinawa, quoi. Et donc, souvent, on a pratiqué le makiwara un peu, j'allais dire, un peu à la japonaise, plus qu'à l'okinawaïenne. Et ensuite, mal, parce qu'on n'a pas eu de conseil au départ, souvent. Donc, les gens, n'importe comment dessus, ils savaient pas à quoi ça servait un makiwara. Ok, donc n'y allez quand même pas tout seul. Vous savez le fabriquer, pour le pratiquer, c'est autre chose. Et le sac, on le remplit avec quoi traditionnellement à Okinawa? Bonne question. Je crois qu'il y a toute forme toute forme de remplissage. Tu peux commencer par le riz, etc. J'ai vu des sacs de sable, ce qui est terrible, ça devient de la pierre, quoi. Hein. Maître Gaona en Goju-Ryu, lui, il tape directement sur la pierre, donc ça ne gêne pas d'avoir un sac comme ça, quoi. Hein. Mais c'est pareil, il n'y a pas quelque chose de fixé, quoi. Mais souvent, c'est des grains. Comme nous, on peut trouver des grains de maïs, mais c'est plutôt du riz ou des choses comme ça, quelque chose qui ne va pas trop se tasser. Le sable, effectivement, ça devient de la pierre petit à petit en se tassant. C'est trop dur, beaucoup trop dur pour un débutant ou même quelqu'un de moyennement avancé, quoi. Après, c'est un travail de renforcement. Moi, je ne conseille pas forcément de travailler trop dur. Ça fait une déformation des articulations quand même derrière. Des cales qui protègent un peu. Un peu de cale, c'est bien. Beaucoup, c'est trop. Et puis, ça emmène du rhumatisme et un ensemble de problèmes. Donc là, c'est pareil, le travail au sac et avec quoi on remplit le sac, ça dépend du travail que l'on veut faire. On peut avoir 3 sacs différents, par exemple. Hein. On remplit différemment pour un travail différent comment dire, de renforcement. Là, on prend quelque chose de dur. Et puis sinon, c'est plutôt quelque chose qui soit suffisamment souple pour absorber toujours. Hein. Il ne faut pas que ce soit le corps qui prenne les vibrations, mais plutôt le sac, quoi. Il y a la manière de frapper, mais il y a aussi le sac en lui-même. Ouais. Ok. C'est intéressant cette notion de grain. Je n'entends pas souvent le grain sur le ah sac. Bon? Oui. Les sacs sont remplis souvent de maïs ou d'autres choses comme ça. Enfin, maintenant, je sais pas. Je sais pas ce qu'on met à l'intérieur. Je crois que souvent, on peut trouver des chiffons aussi très... Oui, chiffon, ouais, ça, je trouve souvent. Le problème, c'est que c'est un peu léger, quoi, peut-être. Après... Pardon? Ce que j'entends souvent, c'est chiffon avec du sable alterné. Mais il faut sacrément bien l'organiser parce qu'il a tendance à descendre de toute façon vers le fond. Et au fur et à mesure de l'impact, si c'est pas des cloisons entre chaque, forcément le sable descend. Moi, j'avais expérimenté ça quand j'étais jeune, j'avais essayé d'en construire un comme ça, mais allez, en 3 jours d'entraînement, le sac complètement lesté, sable en bas, et puis voilà. Tout à fait. Ok, donc merci pour ces conseils-là. Comment on fait pour être à la fois dur et souple? Parce que c'est complètement, enfin ça paraît antinomique. Comment on travaille cet aspect et dur et souple à la fois? C'est une énorme question qui varie en fonction de l'évolution de la pratique. Donc, au début, on ne comprend pas cette notion. Vraiment. On va dire, ah bah, souple, c'est être souple là, puis après dur. Ça n'est qu'extérieur.
Et en fait, cette notion de dur et souple vient petit à petit, après de longues années de pratique, quand l'interne et l'externe se mêlent, et que quelque part, je vais dire ça simplement et d'une manière caricaturale, donc qui n'est pas tout à fait juste, si l'externe est souple, l'intérieur est dur, et inversement, si l'externe est dur, l'intérieur est souple. C'est toujours une question de yin et de yang, yin-yo en japonais. Et donc, disons que la partie souple est une partie qui n'est pas vide. C'est ça la difficulté. Pour un débutant, il peut pas faire autrement que le souple soit vide. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est vide en lui-même. Il faut que le mouvement soit rempli d'une forme de structure intérieure, qui fait que le mouvement peut être souple à l'extérieur, visuellement, mais il est très dense à l'intérieur et donc beaucoup plus efficace. Par exemple, moi c'est sur ce thème que je fais travailler mes élèves en ce moment, sur ce qu'on appelle Mawashi, un blocage circulaire comme ça. Et en fait, ce blocage circulaire, si on n'est pas dans le bon timing, ne peut pas être efficace, parce que faire un cercle quand un tsuki arrive bien directement, bien droit et sans appel, eh ben, en général, c'est plus long de faire le cercle que de faire le tsuki. Et donc, c'est là où la notion d'espace-temps, etc., change avec la pratique, et qu'à un moment donné, en étant tranquille, mais si on est dans le bon timing, on va pouvoir réaliser ce mouvement souple, rond, tout en étant très calme et pas forcément très rapide, ça suffit, mais on va pouvoir intercepter un tsuki parce qu'on le démarre juste quand il faut et au bon moment. Donc, on est bien avec son partenaire, donc contre. J'espère enfin que c'est clair comme je dis, c'est-à-dire que on travaille avec l'autre, on sent les choses et on est dans le bon timing. Et contre, on a un temps de retard si on est deux séparés. Et donc cette notion de dur et de souple, elle est difficile. Elle est difficile et on va la définir à un moment de la pratique. On va la définir en général. Si tu as 10 ans de pratique, elle est comme ça. Si tu as 30 ans de pratique, elle est comme ça. Et si tu as 60 ans de pratique, elle est encore autrement. Moi, je suis sidéré à chaque fois quand je travaille avec des gens avancés qui ont 80 ans, hein, mes maîtres ont 85 et 80 ans, par exemple, en ce moment. Et donc, leur notion du dur et du souple, c'est pas du tout la mienne. Moi, je suis des fois content de la mienne, mais quand je les vois, je me dis, bon, j'ai encore du boulot, quoi. Et puis, quand on voit un débutant, on se dit, bah oui, là, il y a beaucoup à apprendre, quoi. Il y a beaucoup de chemin. Donc, j'espère être clair, hein, je veux pas m'échapper de la question, pas du tout. Non, c'est bon. Question de complémentarité dur-souple. Déjà, tu peux pas être dur sans le souple et souple sans le dur, etc. Donc, c'est le yin-yang, c'est une complémentarité, c'est pas une opposition. Et l'un nourrit l'autre. Donc, en fait, si tu veux être souple à l'extérieur, il faut qu'à l'intérieur, ta structure soit extrêmement bien faite, bien posée, etc. On peut lier, par exemple, ça, par exemple, avec plein d'autres éléments, à la structure articulaire osseuse. Si ta structure articulaire est bien placée, tes appuis sont bons, etc., ça va. Mais si tu as un petit défaut de placement articulaire, ça ne pourra pas passer. Donc, il y a cette notion interne vers l'externe. Et j'ai envie de dire, ce qui est surprenant, ça c'est vraiment... Moi, ça m'est arrivé il y a à peu près 5-6 ans de découvrir que la douceur amenait une dureté terrible en face. Et quand on travaille, par exemple, on se retrouve avec des élèves de Guy Sauvin, des fois qui pratiquent depuis longtemps avec lui, qui lui est complètement dans cette recherche-là. On pratique ensemble, on a à peu près le même niveau, et puis on se dit, mais tu vois là, oh dis non, c'était terrible l'impact que tu m'as lancé, mais j'ai rien fait, j'ai absolument rien fait. Et c'est quand on a cette sensation de douceur et de rien faire que en face, le coup est reçu extrêmement puissant. Donc tu vois, c'est pour là, je te parle de gens qui ont plus de 40 ans de pratique, hein, et donc, à un moment donné, lâcher la force amène vraiment quelque chose. Et donc, la dureté extérieure, elle est là. L'impact est extrêmement puissant, mais à l'intérieur, c'est très doux. Donc, tu vois, extérieur, intérieur, tout ça, c'est complémentaire. Et en fonction du niveau de pratique et d'années de pratique, eh ben, on va sentir ça différemment. Donc, avec 20 ans de pratique, on va te l'expliquer d'une manière, etc., et différemment à chaque fois. Très intéressant. Au niveau de la récupération, une fois qu'on s'est entraîné et qu'on a pris par exemple des chocs, est-ce qu'il y a des choses à faire, que ce soit de l'endurcissement, que ce soit des courbatures, des choses comme ça? Est-ce qu'au Okinawa, vous utilisez certaines techniques pour mieux récupérer?
À Okinawa, ça s'est perdu beaucoup. Je sais que Kambun Uechi, quand il est revenu de Chine, a rapporté avec lui des herbes médicinales, certaines recettes de pommade à appliquer après le Kotekitai, donc le renforcement. Après, Kanhei Uechi ne l'a jamais enseigné, a priori, donc ne l'a pas reçu non plus. On ne sait pas pourquoi au Okinawa, des fois, les traditions, la manière d'enseigner n'est pas la même que chez nous. Et donc, on ne sait pas trop pourquoi ça s'est perdu. Moi, j'ai fait une recherche un peu personnelle. Et c'est plutôt à travers la médecine chinoise que je travaille, donc à travers le shiatsu, des choses comme ça. Après, écoute, je vais pas donner de conseils très différents des autres, hein, tout ce qui est étirement, etc., c'est excellent, mais après des impacts, alors moi je conseillerais le massage toujours, c'est-à-dire que il faut masser les zones toujours, il faut faire circuler pour les hématomes, pour tout ça, il faut faire circuler. Ça c'est le principe de base de l'énergie. Donc dès qu'il y a blocage, dès qu'il y a concentration quelque part d'énergie ou autre, il faut faire circuler. Donc tout ce qui est massage est excellent. Ne pas trop en faire. Moi, je te dirais, j'avais du mal spontanément à répondre à ta question, à part donner des conseils à mes élèves, parce que je ne pratique plus comme ça. C'est-à-dire que je me fais, si possible, plus mal. Donc, bien entendu. Le but n'est pas de se blesser, mais on n'est pas à l'abri d'eux. Bien sûr, bien sûr. Après, être vigilant, surtout traiter le problème le plus tôt possible, et dès qu'il est là. Alors là, on va parler d'impact articulaire, par exemple. Parce que, voilà, quand on a beaucoup d'années de pratique derrière, moi je sais qu'à partir de 40 ans, j'ai récupéré les chocs que j'avais eu à 20 ans, notamment un mauvais fauchage sur le genou droit, tu vois. Quelqu'un avait forcé et mon genou était parti de travers. Et puis à 20 ans, si tu veux, hop, j'avais pas trop fait attention, au bout de quelques jours, c'était fini. Et après, cette douleur est réapparue. Donc en fait, pour les jeunes pratiquants, même s'ils ont l'impression de ne pas avoir mal, toujours traiter le problème. Éventuellement, ostéo, quelqu'un, s'il y a eu un choc vraiment articulaire, un déplacement, toujours faire ça. Parce que si sur les premières années, on n'a pas le résultat de cet impact, en fait, il est bien possible qu'à 40, 50 ans ou plus, ça revienne. Et en fait, c'est comme si, quand on dépasse 50 ans, on avait l'héritage de tout ce qu'on avait fait avant. Donc, il faut faire attention, et ça, les jeunes ne le savent pas forcément. Mais il faut bien gérer sa pratique et les cours reçus. Ça, c'est une règle, c'est sûr. Et comment le faire? Il faut aller voir des spécialistes des fois. Ce que je te dis, médecine chinoise, ostéopathie, un kiné éventuellement, etc. Enfin, ça dépend, mais avoir une bonne personne en face qui puisse conseiller aussi. Et ça, c'est important parce qu'un corps, on n'en a qu'un. Et pour moi, les arts martiaux, c'est pas se détruire, mais c'est se construire. Et donc, si, je dirais, entre 20 et 30 ans, on a tendance, et c'est normal, et il faut le faire, à expérimenter le combat dur, certaines choses, c'est le moment où on se fait mal et on n'y fait pas attention. Et c'est plus tard qu'on récupère donc tous les désagréments. Et ça, c'est une pratique nécessaire, mais la pratique il faut pas rester là-dedans, je pense. Si à 50 ans, on travaille toujours dur. Moi, je connais beaucoup d'experts à Okinawa qui ont dévié. Et malheureusement, à une époque, ça a été une mode, le renforcement à outrance, la dureté, etc. Par exemple, en Uechi-ryu, il y a eu des experts qui se sont retrouvés sur des chaises roulantes. Parce que cette pratique a été trop accentuée et vers l'âge de 60 ans, ce qui est très jeune quand même, il y a pas que des bonnes pratiques à Okinawa, hein. Il y a beaucoup de bonnes pratiques, il y a des bons exemples, mais il faut pas considérer que le monde est parfait, quoi. Et donc, il y a eu des gens, c'est dans les années 60, 70 jusqu'à 80 où il y a eu vraiment des gros excès comme ça. Et tu sais, c'est l'exemple. Alors, c'est pas une critique, hein, parce que Shinjo est un personnage, Kyohide Shinjo, qui est réputé, on le voit en vidéo, casser des battes de baseball. C'est quelqu'un qui est fort, naturellement. Après, tout le monde ne peut pas faire ça. Et ça, il faut le dire. Même si on se renforce. Après, le renforcement à outrance pour casser des battes de baseball, je pense que c'est pas un signe de santé, forcément, quoi. Et que, à un moment donné, on peut prouver quelque chose, mais si on reste dans le but de faire ça, c'est pas... Kyohide Shinjo, c'est un personnage un peu hors norme, déjà par sa force et tout ça, mais en plus, il est le représentant un petit peu du karaté okinawaïen. Donc, il est un peu obligé de faire ce genre de démonstration, malheureusement. Enfin, oui, parce que on ne voit que ça à la fin. Avec le bout des doigts, il casse des planches, des battes de baseball, etc. Donc, à un moment donné,
souvent entre 20 et 30 ans, on a envie de se confronter, on a envie de savoir qui on est, on a envie, donc on va faire des essais, que ce soit en combat, en casse ou autre. C'est quelque chose par lequel on passe, mais il faut pas rester là-dedans. Et karaté doit construire la santé. Ça, c'est vraiment le but général à Okinawa, par exemple, c'est vraiment ça. Karaté égale santé. Mais merci pour ces précieux conseils, c'est quand même très important de le rappeler. Tu disais que tu pratiques aussi donc beaucoup le Kobudo, que tu enseignes. Au niveau du corps, est-ce que tu trouves que c'est intéressant la pratique des armes? Est-ce qu'elle a un intérêt pour le corps? Oui, bien sûr. Après, il y a plusieurs choses à répondre aussi là. Déjà, le fait de travailler, nous, on travaille beaucoup différemment la droite et la gauche en même temps. Par exemple, en nunchaku, tu vois, on va faire un mouvement d'un côté, un mouvement de l'autre, qui sont pas du tout les mêmes. Donc, ça fait travailler les hémisphères cérébraux, ça fait travailler l'aisance corporelle. Ça, c'est une chose, ça développe des qualités après au niveau de l'art martial différentes de distance, de sensation au niveau de chaque arme. Au niveau psychomoteur, c'est énorme. C'est-à-dire que le maniement d'une arme, entre un nunchaku, un nunti, un bâton, je sais pas, des sai, des tonfa, c'est jamais la même chose. Donc, c'est une découverte à chaque fois. C'est au niveau psychomoteur, et après, ça t'amène des sensations énergétiques et autres qui nourrissent ton karaté ou d'autres arts martiaux. Je pense que pour moi, personnellement, le travail des armes n'a jamais été séparé du karaté. Et parce qu'il y a vraiment cette notion aussi de danger supplémentaire, mais là, c'est pas vraiment ta question, mais ça rapporte une notion supplémentaire parce que si on travaille mal, on reçoit un coup de bâton et ça fait mal, quoi. Le point, moi, ça m'est arrivé dernièrement avec un élève, sur un manque de contrôle, et j'ai pas été assez attentif, et le bâton, tu vois, est vraiment rentré dans l'œil, j'ai cru que j'allais perdre l'œil. Donc, ça m'a ramené à la réalité, je me suis dit, là, j'ai pas été assez vigilant, quoi. Et ça arrive à un moment, et surtout avec des gens qui maîtrisent pas encore, des notions de timing, d'espace, de trucs. C'est là où il faut. Ça va vite. On a vu, je pense que des grands maîtres, à un moment donné, ça arrive, une erreur de l'autre, etc., et la sanction est immédiate, quoi. Donc, on peut perdre un œil. Moi, j'ai vu des dents éclater, tu sais, sur des manques de contrôle de beau, quoi. Des morales, ça, c'est le maître Chinen, ça lui arrivait en démonstration aussi, quoi, avec les kamas, avec la chaîne, enfin, tu sais, quand il et tout, quand ça les kamas. Donc, en fait, là, voilà, c'est la fémorale qui a été coupée, donc, hospitalisation immédiate, etc. Donc, c'est, à ce niveau-là, le travail de la vigilance est beaucoup plus fort, donc ça amène aussi une nécessité au niveau corporel de précision, de plein de choses beaucoup plus fortes. C'est vrai qu'en recevant un coup de poing, c'est désagréable, ça te casse un nez, mais c'est pas aussi dangereux, quoi. Est-ce que, d'un point de vue pratique, tu t'entraînes à frapper par exemple avec le bo ou avec n'importe quelle arme sur un sac de frappe, sur un support en particulier ou pas du tout? Oui. Alors, plutôt qu'un sac de frappe, moi, j'ai mis à l'extérieur, j'ai en fait un dojo extérieur et des poteaux que j'ai percés. Un peu plus gros, légèrement plus gros que le diamètre d'un bo. Donc, voilà, c'est pour faire des pics, pour un ensemble de choses. Après, tu sais, comme un mannequin de bois, en fait, tu peux percer les poteaux dans l'autre sens, je mets un bo en travers, et puis ça me permet, comme un mannequin de bois, d'aller frapper à différents niveaux. Plutôt que le sac, parce que frapper sur un sac, c'est pas très conseillé, quoi. Le sac, il va pas résister longtemps, des attaques de bo, d'armes, donc de nunchaku. Alors, c'est toujours important, surtout pour le nunchaku, de travailler sur obstacle. Parce que le nunchaku, en fait, il faut tirer en même temps. Si on fait ça, le nunchaku rebondit vers nous, quoi. C'est les premières expériences. Moi, je dis rien à mes élèves, et je leur dis, tiens, vas-y, travaille sur l'obstacle. Et puis, comme ça, ils expérimentent ce retour. Et puis après, quand ils ont expérimenté, on explique comment faire. Je préfère que les gens fassent l'erreur, si elle n'est pas dangereuse, tu vois, pour ils se disent, il y a problème. Plutôt que d'expliquer les choses avant, ça sert pas à grand chose. L'expérience, une fois qu'elle est acquise, les gens, c'est pour la vie. Mais si tu leur dis, ils voient. Donc, ils expérimentent, ils se disent, ça va pas, comment il faut faire? Alors, et puis là, on explique que la frappe doit tirer en même temps, ce qui fait que le chapeau, on peut le diriger, quoi. Mais c'est vraiment important.
de travailler pour, pour toutes les armes, je dirais, sur support, mais pas forcément sur sac, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a un groupe musculaire, une zone musculaire qui n'est pas assez travaillée pour les karatékas et pour les kobudoka? C'est comme ça qu'on dit? Ouais, kobudoka. Alors, écoute, souvent on s'intéresse, peut-être au début, de moins en moins, je trouve qu'on devient plus intelligent, on réfléchit plus maintenant à la pratique. Peut-être on réfléchit trop et on pratique pas assez, c'est un peu l'inverse. Avant, on pratiquait un peu comme des malades. Tu sais, dans les années 70, tous les karatékas diront, entre 70 et 80, on faisait les entraînements de malades, quoi. On s'entraînait, après, les genoux morflent, les lombaires, etc. Donc, on pratiquait beaucoup sur le renforcement des jambes pour faire des coups de pied, les poings, etc. Mais on pensait pas trop à cette zone du hara, quoi, complète, même si on faisait les abdominaux, tout ce qui est muscles plus profonds, plus internes, posturaux, etc. Et qui sont quelque part le fondement d'une pratique. Donc maintenant, je crois que de plus en plus, il y a des articles, il y a des recherches, beaucoup de gens vont à Okinawa aussi maintenant, et donc le travail évolue, parce que c'est vrai qu'à Okinawa, naturellement, il y a une recherche de santé, de bien-être, de plaisir dans la pratique qu'on a moins eu au Japon, qui est quand même plus un pays de kamikaze, quoi, de gens qui vont jusqu'au bout des choses et qui quelque part se sacrifient un peu eux-mêmes pour quelque chose, quoi. Donc en fait, à Okinawa, il y a ce côté tranquille des Iliens. Tu vois, on est sur une île et puis les choses se font dans le plaisir et tranquillement. Donc les arts martiaux, c'est vécu comme ça, ce qui fait que la recherche est plus sur recherche posturale un petit peu. Je dis pas que le Japon, moi je parle du karaté, hein, principalement. Ouais, japonais, je parle pas de l'aïkido. Hein, c'est vraiment et donc là-dedans, parce que c'est vrai que oui, par rapport à ta question, c'est plus, je dirais, le positionnement structurel qui serait important à mettre en valeur. Bon, c'est-à-dire déjà, alors, le mouvement c'est important, bien sûr, mais à partir de quoi on fait un mouvement? Si la posture n'est pas bonne, le mouvement sera pas bon. Si la posture est bonne, on peut travailler sur le mouvement après. Donc la priorité, je la mettrais, tu vois, sur ces muscles posturaux, quoi. Sur comment on se sentir qu'on est bien placé. Et ça passe notamment, inversement presque, par une décontraction musculaire, par un placement juste. Tu vois, c'est comme si le squelette étant bien placé, la charpente, la structure est bien faite, le reste peut se relâcher, quoi. Mais se relâcher non pas comme un affaissement, mais comme quelque chose qui remplit énergétiquement. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, parce que travailler ça me paraît un peu superficiel de me dire je vais travailler tel groupe musculaire pour tel objectif et tel truc. Avant tout, si on travaille dans le but de complet et de la bonne santé et de la bonne pratique, il faut voir les choses globalement et non pas en analyse, quoi. Tu vois, c'est une attitude synthétique et globale. Et c'est pour ça que je te parle avant tout de la posture et comment qui doit être fort avant tout, quoi. Si le centre est fort, donc tous ces muscles intérieurs, etc. Si le centre est fort, le haut et le bas seront liés. Mais si le centre n'est pas fort, il n'y a pas d'union entre le haut et le bas. Ça, c'est une... Et est-ce que tu penses qu'il y a un exercice qui est trop souvent oublié dans les dojos? Je sais pas, parce que... Alors, est-ce qu'il y a un exercice que moi, je mettrais en avant? Tu vois, parce que chacun pratique un peu comme il le veut. Et donc, si tu prépares une compétition, tu fais une sorte d'entraînement, il y a toutes sortes de formes d'entraînement. Moi, ce que j'aime faire pratiquer, c'est les mains collantes, de multiples manières, de manière à ce que les gens apprennent réellement à travailler avec l'autre. Ça me semble essentiel. Et c'est une notion, on parle de choses, mais des fois, on les enseigne pas et on les pratique pas. Travailler avec l'autre, c'est un réel apprentissage de longues années. Et sentir l'autre, etc. Ça me paraît très important. Peut-être parce que moi, j'ai une formation thérapeutique à côté, tu vois, en shiatsu, et donc c'est essentiel, mais que le shiatsu nourrit le karaté nourrit le shiatsu.
Moi, appréhender un patient qui vient pour que je l'aide quelque part sur une douleur ou un mal-être, c'est rentrer en communication avec lui. Mais faire un combat, c'est rentrer en communication avec quelqu'un. Et c'est vrai que, tu vois, j'ai travaillé avec plusieurs grands experts ou maîtres, et à chaque fois, j'ai gardé des phrases qu'ils m'ont dit. Et Ken Uchinen m'a dit un jour, quand je suis en face de quelqu'un, on salue, et je sais son histoire. Et maintenant, je sens cette chose-là. C'est-à-dire qu'en fait, à force de pratiquer le shiatsu, tu sais, de faire un diagnostic sur les gens, etc., quand tu sens comment une personne se place, respire, prend des appuis en elle, etc., tu connais un peu son histoire, parce que tu peux relier ça à la médecine. Enfin, moi, je le relie à la médecine chinoise, et il y a pas mal de choses, quoi. Donc, pourquoi je te disais ça? Je sais plus quelle était la question. Ah oui, les exercices à faire, c'est travailler avec l'autre, apprendre à travailler avec l'autre, et travailler au sein d'un groupe. Et ça, c'est une importance. Tu sais, on subit des évolutions quand on pratique. Donc, à un moment donné, tu suis le maître, et puis à un moment donné, tu as envie de faire différemment et de rejeter. Donc moi, j'ai eu une période de rejet de tout ce qui était conventionnellement acquis dans l'aishiki, l'attitude, la bonne chose à faire, etc. Et j'ai tout rejeté. Et c'était un peu pour reconstruire quelque chose, mais ça a pris du temps. Et maintenant, je suis très attentif parce que, tu vois, quand les gens saluent, tu as un groupe de 20 personnes, par exemple, que chacun puisse se placer et qu'il y ait un ordre là-dedans. Donc, les plus anciens, par exemple, à ma gauche, les débutants à ma droite, si moi j'enseigne. Et c'est pas du tout pour mettre une hiérarchie en place. C'est pour que ça serve à chacun en se disant, moi, je suis là, sur mon chemin de pratique. Donc, si, admettons, un exemple bête, je suis ceinture marron, ceinture noire, premier Q, premier dan, ben, il y a des troisième dan qui vont m'aider, quoi. Et puis moi, je dois aider le sixième Q, quoi, qui commence. Donc, je suis à une place où j'ai une responsabilité et aussi, je dois respecter les gens qui sont devant parce que eux vont m'apporter quelque chose. Donc ça, c'est vraiment important, tu vois, dans la pratique. Les arts martiaux, c'est pas tout seul. Et maintenant, je sais ça. Tu vois, c'est des réflexions qui viennent à un moment donné. Moi, j'ai pratiqué un peu tout seul, d'une manière un peu fermée pendant un temps, tout en suivant des gens, bien sûr, mais je me sentais pas dans un groupe forcément, tu vois. Et maintenant, je comprends pleinement l'importance du groupe, des interactions entre les personnes, de cette notion de place. Parce que savoir où est sa place, c'est être rassuré aussi, tu vois. On va pas trop mal quand on sait où on est, qui on est, etc. Et ça, c'est des enseignements que j'ai eus aussi, mais que je ne comprenais pas. Maître Matayoshi me disait ces choses-là aussi, tu vois. Chacun sa place, et puis le karaté, c'est fait pour trouver sa bonne place dans la société. Quand tu me disais ça, moi j'avais 24 ans, je comprenais absolument pas ce qu'il me disait. Non, le karaté, tu vois, c'est fait pour être un surhomme, quoi, quelque part, je sais pas, tu vois. Et alors, lui, il disait, mais pas du tout, c'est un outil, et puis t'es trop passionné par le karaté, ça va pas, et trouve-toi une femme, un métier, mais le karaté, lui, ça va être ton support pour tout ça. Et vraiment, je trouve que le karaté, tu vois, le karaté au sens global, les arts martiaux, quoi, hein, c'est quelque chose qui t'aide à savoir qui tu es et à te placer. Et j'ai un ami qui s'appelle Miguel Dalouz, qui est très connu sur les réseaux sociaux, enfin, en tout cas dans ceux que moi dans lequel je participe. C'est quelqu'un qui vit depuis plus de 30 ans à Okinawa, qui a maintenant un rôle très important à Okinawa, et qui a su petit à petit prendre ce rôle. C'est pas rien, puisque il est un peu le responsable communication du karaté à Okinawa. Il est beaucoup dans l'organisation des compétitions, des événements, d'un ensemble de choses. Il passe beaucoup à la télé sur place. C'est monsieur numéro 1 des arts martiaux là-bas, parce qu'il est étranger. Et donc, il ne fait pas partie d'un dojo, d'une famille, de quelque chose à Okinawa, et il a la possibilité de recevoir tout le monde, d'écouter tout le monde, d'intervenir pour tout le monde. Et il m'a dit, l'été dernier, on était ensemble, et puis il me dit, écoute-moi, ce qu'on m'a dit un jour, et c'est Kiyohide Shinjo qui lui a dit ça, il lui a dit, toi, tu sais être à ta place, tu sais quand tu dois parler, tu sais où tu dois t'asseoir à une table, tu sais ce qu'il faut faire, et donc on te respecte pour ça. Mais la plupart des étrangers ne savent pas faire ça. Et en fait, les arts martiaux, c'est savoir quand on doit parler, quand on ne doit pas parler, quand on doit se placer ici ou ici, prendre du retrait, se mettre en avant. C'est pas une question d'orgueil, d'humilité, c'est justement à sa place. Ça, c'est là,
je peux parler. Là, je dois me taire. Là, etc. Et ici, on ne connaît pas ces choses-là, ce qui fait que les gens ont du mal à progresser à cause de ça aussi. C'est très intéressant cette recherche de la place dans le groupe et l'apprentissage grâce aux arts martiaux. Est-ce qu'il y a quelque chose, à contrario, que tu aimerais voir moins fait souvent dans les dojos, fait moins souvent dans les dojos? Le dojo, tu vois, c'est l'espace de pratique privilégié. Donc, il faut qu'il y ait des rituels, il faut qu'il y ait un ensemble de choses, mais il ne faut pas que ce soit fait bêtement. C'est-à-dire qu'il faut... C'est un espace privilégié de pratique. Donc, comment dire? Parce que je voudrais pas que ça soit perçu d'une manière un peu abusive. Non, il faut respecter, etc. C'est que l'art martial, c'est un art qui permet d'avancer dans la vie, d'avancer soi dans la vie. Donc, ça doit être enseigné comme ça. Il doit y avoir du respect, il doit y avoir tout un ensemble de choses. Et souvent, on rentre et on sort dans un dojo comme dans une salle de sport, ce qui n'est pas négatif, péjoratif, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, je trouve que des fois, on ne sait pas trop où on est. C'est pareil, tu vois, la place. Et ça, c'est important parce que l'esprit de la pratique et la qualité de la pratique viennent de là aussi. Comme je disais avant, travailler ensemble, c'est vraiment important. Et je pense que, tu vois, là où j'enseigne, il y a une atmosphère où les gens se sentent bien tout de suite parce que c'est détendu, il y a du respect. Quand ils doivent écouter, ils écoutent. Quand, tu vois, tout ça, ça fait que ça donne un esprit pratique. Donc, dans l'autre sens, je dirais ça, c'est que souvent il manque un peu cette différence, tu vois. Quand on fait un budo, un art martial, c'est pas comme du basket. Et c'est pas critique du tout par rapport au basket. Différence. Les deux sont nécessaires. C'est pas la même chose. Mais voilà, on rentre pas en sifflant dans un dojo. Moi, j'ai dit à mes élèves qui commencent à enseigner, tu vois, je leur dis toujours, tu deviens professeur. Donc, t'es un exemple. Donc, les gens vont regarder ce que tu fais, ils vont faire pareil de toi. Si tu siffles, j'ai eu un jeune un jour qui est rentré en sifflant dans un dojo. Et je lui ai dit, pour moi, ça, c'est pas possible. C'est bien, t'es décontracté et tout, mais c'est pas le lieu pour ça, quoi. Donc, on va dire qu'il faut rentrer comme un moine. J'espère que je suis clair dans ce que je dis, mais il y a une attitude qui donne une qualité de pratique derrière. Et là, c'est, tu vois, à Okinawa, t'as pas l'impression que les choses sont hiérarchisées, que tout ça, c'est très décontracté à Okinawa. Donc, la première erreur, ça serait de tomber dans un excès là-dedans, de se dire, de toute façon, il n'y a pas de règles à Okinawa, mais il y a des règles fondamentales au fond. C'est-à-dire que la personne qui rentre dans un dojo sait qui elle doit saluer avant, après, de quelle manière elle doit saluer et tout, mais ça se fait d'une manière tellement décontractée qu'on s'en aperçoit pas. Et en fait, après, on peut pratiquer, boire le thé, mais quand on boit le thé, c'est pas n'importe quoi non plus, quoi. Mais c'est détendu. Je sais pas si, quoi. Il y a une détente qui peut se faire parce que derrière, il y a une structure de fond. Cette structure, on l'a pas assez dans les arts martiaux. On met une structure, tu sais, c'est comme l'interne et l'externe. On met la structure externe très forte, dans certains domaines, mais il n'y a rien à l'intérieur, ou on met rien du tout et c'est le bordel, mais c'est difficile de mettre cette structure interne, tu vois, de respect, d'un ensemble de choses, ce qui ne veut pas dire être des culs serrés, quoi, tu vois, on peut être décontracté, rigoler, mais à un moment donné, quand on pratique, par exemple, on fait silence sur certaines choses parce qu'on ne peut pas faire autrement que faire silence, quoi. Voilà. L'esprit de la pratique. Je comprends. Très intéressant, encore une fois, cet esprit de pratique. Quel lien tu fais entre le shiatsu et la pratique du karaté et du kobudo? Alors, le karaté et le kobudo, moi, m'ont amené au shiatsu. C'était un ami qui était professeur de karaté à l'époque. Il me dit, viens, Jean, viens faire du shiatsu, tu verras. C'était avant les années 2000, quoi. Et donc, un jour, j'y suis allé et ça m'a plu. Mais je savais pas trop ce que c'était que le shiatsu.
Et donc, quand j'ai commencé à apprendre et tout, je me suis rendu compte que j'avais plus ces problèmes de douleur au dos, petit à petit, qu'à force de pratiquer les uns avec les autres, de recevoir des shiatsu, etc., j'avais des douleurs qui disparaissaient et je me sentais beaucoup mieux. Donc, ça a tout de suite nourri ma pratique différemment, ça l'a accompagné dans ce sens-là. Et puis après, j'étais avec un professeur qui enseignait, il s'appelle Hervé Eugène, hein, il est assez connu dans le monde du shiatsu, des arts martiaux un peu moins, mais c'est un bon pratiquant de karaté, Goju-ryu. Et en fait, il était très intéressé par la médecine chinoise, donc il enseignait de manière assez profonde. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Essalé, qui est vraiment un maître de médecine chinoise, qui est très réputé en Chine, qui est un spécialiste des textes anciens chinois, et ça a été une révélation pour moi. Et là, ça a changé, c'est-à-dire que simplement de ne plus avoir mal au dos, ça a donné un sens profond à la pratique, parce que les textes anciens, des classiques comme le Suen, etc., en médecine chinoise, illustrent les arts martiaux de manière profonde. Il y a un texte qui explique, par exemple, le positionnement de l'homme dans l'espace, qui commence, j'ai fait un article dessus dans Yashima d'ailleurs, en disant le sage tourné vers le sud appuie sa zone du sacrum vers le nord, etc., pour ensuite faire ça. Et ensuite s'ensuit toute la description énergétique de l'homme, avec les méridiens, les niveaux d'énergie et tout. C'est un texte qui est énorme au niveau savoir et tout ce qu'il contient. Et en fait, moi, j'ai réfléchi au kata rapidement. Je me suis dit, quand on se place en yoi, quand on commence un mouvement, avant tout, il y a ce positionnement énergétique. Et c'est souvent considéré de manière trop ésotérique, trop fumeuse, trop, tu vois, il faut se placer à l'est ou à l'ouest aussi. Et on se rend compte que cette dimension varie en fonction des cultures. Par exemple, le shomen n'est pas toujours placé au même endroit, au Okinawa, au Japon, en Chine. Donc, tout ça varie, mais il faut donner du sens et un ordre dans notre pratique pour toucher l'énergétique. Donc, quand on se place pas n'importe comment. On place d'abord le yin et les appuis pour exprimer un mouvement qui est le yang et l'expression de nous-mêmes. Mais l'expression de nous-mêmes dépend du positionnement de nous-mêmes. On ne peut pas s'exprimer bien si on n'est pas bien positionné. Je ne peux pas aller dans une direction si je ne sais pas où je suis. Et ça, c'est vraiment très important. Le yoi, c'est savoir où je suis. Et dans cette position yoi, j'ai une disponibilité arrière, côté gauche, côté droit, en haut, en bas, partout. Le corps est disponible et ouvert. Et souvent, le yoi est conçu comme quelque chose de fermé, ce qui est l'opposé. Donc, ça, c'est pour dire que, quelque part, la médecine chinoise, le shiatsu nourrit, les arts martiaux, par une réflexion un peu différente, une réflexion qui est liée à la santé et à la communication avec, c'est un peu grandiloquent de dire ça, mais avec l'univers, avec ce qui nous entoure. Et par exemple, moi j'ai mis une terrasse, il y a des bambous, il y a des arbres, et ça donne une certaine forme d'espace qui est différent si j'étais entre 4 murs bétonnés, quoi. C'est pas du tout le même pratique. Et j'ai les Pyrénées, tu vois, en plus j'ai la chance d'avoir ça, que je peux voir en jour de beau temps, j'ai vraiment les Pyrénées en face de moi, quoi. Donc, ça donne une conscience différente de pratique aussi. Donc, ça, c'est lié à la médecine chinoise qui, dans les textes anciens, a des trésors qui nourrissent la pratique des arts martiaux. Et tu sais, que ce soit dans le Katori Shintoryu, par exemple, japonais, les écoles de sabre anciennes et tout, il y a toutes ces notions des 5 mouvements, du yin, du yang, de stratégie, de positionnement personnel. Ça existait dans les écoles anciennes traditionnelles. Et à Okinawa, par exemple, Kinjo Sensei le pratique parce qu'il a cherché beaucoup. Il le fait de manière beaucoup plus pragmatique aussi, mais c'est très présent l'essentiel de sa pratique est basé sur le yin, yang, yin, et cette complémentarité. Donc, tu vois, les deux se nourrissent. Après, le karaté, bien sûr, nourrit mon shiatsu dans le positionnement, dans plein de choses. Les deux, c'est pareil que le kobudo, le karaté, enfin, tout ça se nourrit l'un et l'autre, communication. Surtout, je pourrais pas faire les choses séparément. Quand je fais du kobudo, tout de suite, tu vois, j'ai montré à 2 débutants hier, et je leur montre que le mouvement du bâton, tout de suite, ça s'applique en karaté. Si tu fais ça, que tu pivotes le corps et tout, tes mains, t'as un bâton, donc les 2 mains vont fonctionner ensemble, donc t'as une main, tu vois, là, quand tu repars, t'as l'autre. Il y a toujours une complémentarité des 2 mains, in-yo. Et donc, ça, c'est le bâton qui te procure ça. Sans t'en rendre compte, le bâton t'apprend à travailler les 2 mains ensemble.
pour ça que tu commences par le bâton, tu vas vers le sai, le tumfa après, parce que là, tu vas travailler, tu as déjà appris à travailler les deux mains ensemble. Le bâton lie les mains. Ça, c'est vraiment important. Il donne cette notion. Voilà. Et après, ça te permet de travailler en karaté comme ça, et tu gagnes beaucoup de temps. D'accord. Intéressant cette notion de lier les mains aussi. Ben, tu vois souvent ce qu'on appelle le hikite, tirer la main. C'est mal perçu. Ah, il faut tirer la main. Ben, c'est ce qui nourrit. Si je vais là, ça va là. Si je vais là, ça va là. Donc ça, l'un nourrit l'autre. Mais on l'explique pas assez comme ça. Tu vois, c'est deux mouvements complémentaires. Et souvent, ce qu'on dit, par contre, souvent, et c'est très juste, c'est que tirer est plus important que frapper. Et le mouvement caché qui induit vraiment le vrai mouvement. C'est pas celui qu'on voit. Tu as parlé plusieurs fois de posture, de position. Comment on fait pour corriger cette posture quand on travaille seul ou même quand on nous dit tes postures sont pas bonnes, t'es pas ancré, etc. Est-ce que toi, tu as quelque chose, une action qui te permet de te recentrer sur ta posture et de la contrôler? Il faut partir du plus vaste et aller vers le particulier. Ça, c'est mon avis. C'est-à-dire que on est placé sur terre vers le ciel. C'est-à-dire qu'on a les pieds sur terre, la tête dans le ciel. C'est une règle. Ça peut pas être l'inverse. On peut le faire, mais bon, ouais, c'est pas très. Et donc, si les pieds doivent être sur terre, ils doivent déjà être bien sur terre. On commence par le yin, tout ce qui est appui. Ça, c'est le maître. Quand on a des appuis, on peut faire autre chose. Donc, il faut faire descendre quand on va se placer. Tu vois, si je suis placé comme ça va pas aller. Il va falloir faire descendre, descendre, descendre. Et en faisant descendre tout ce qui est musculaire, lâché, on va tomber sur des surfaces d'appui horizontales. Les épaules, c'est une horizontalité. Première surface d'appui. Ensuite, le bassin, surface d'appui. Le diaphragme, surface d'appui, etc. Et toutes ces surfaces d'appui horizontales vont donner un ancrage à la fin. C'est-à-dire qu'en lâchant, petit à petit, et ben, sans me rendre compte, je vais avoir une pression dans les jambes. Cette pression dans les jambes ne peut se faire que si je ne suis ni dans le fléchissement des jambes, ni dans la tension des jambes. Il faut qu'il y ait un lâcher et qui fasse que l'empilement de tout va procurer une sensation d'écrasement des pieds sur le sol. Si on est sur un tapis, réellement, on voit les pieds qui s'enfoncent plus sur le tapis. Et donc ça, c'est la première des choses pour se positionner. Ce lâcher de l'ensemble va faire un appui sur la structure fondamentale osseuse. C'est-à-dire qu'on est sur les articulations. Si les articulations sont de travers, ça peut pas se faire. Si elles sont bien positionnées, mon genou, par exemple, dans une position debout, mon genou ne peut pas être ici, ne peut pas être là-bas. Il va être positionné en appui à peu près la pointe du genou vers le gros orteil ou entre le gros orteil et le deuxième orteil. Donc ça va donner un positionnement juste. Et tout doit être placé comme ça, ce qui fait que la structure squelettique va naturellement s'appuyer. C'est comme la tour Eiffel. Hop, c'est bien construit, ça s'appuie bien. On a tout relâché, tout est bien appuyé. À partir de là, un mouvement de dressement peut se faire. On ne peut pas se dresser comme ça. On se dresse parce que, quelque part, on a structuré l'ensemble. Et donc, on a comme si on avait un petit fil de soie qui tirait vers le haut, l'ancrage en bas. Donc, ça fait un étirement entre le bas et le haut. Et là-dedans, le centre, lui, va réunir les deux. Donc, ça, c'est un petit peu une base théorique très globale. Après, ça rentre dans plein de détails. Et là, il faut en parler pendant 10 journées complètes, quoi. Non, toute cette histoire de placement. Mais, si je compare à la médecine chinoise, terre, homme, ciel. Et en soi, on reproduit ça, parce qu'on a les trois en nous. Donc, le ciel, c'est cette partie haute qui doit, elle, s'élever. Mais elle ne peut s'élever que parce qu'elle est bien enracinée dans la terre. Comme un arbre. Plus les racines sont fortes, plus il se déploie vers le haut et vers l'extérieur. Donc, les arts martiaux, c'est ça. C'est-à-dire, plus on a des racines fortes, plus notre mouvement en haut peut se déployer et avoir un impact beaucoup plus fort. Mais ça ne peut se faire que s'il y a un lien entre le bas et le haut. Et ça, on l'oublie. On parle du hara et de plein de choses, mais on ne sait pas trop, on définit pas assez à quoi ça sert. Et si mon hara est le moteur, si c'est lui qui est vraiment moteur,
forcément, si je bouge, tout bouge, quoi. Et donc, il y a ces 3 dimensions vraiment importantes. Il faut pas oublier, si on est que dans le ciel, ça flotte. Si on est dans la terre, ça va pas, ça bouge pas. Il faut qu'il y ait cette complémentarité continuelle dans les arts martiaux. Recevoir, donner, voilà, tout est en complément. Si tu me poses une question par rapport au positionnement, je te dirais complémentarité. Toujours. Par exemple, si je bouge à gauche, c'est pas parce que je bouge à gauche, c'est parce que ici, je vais prendre un appui là et ça va développer le mouvement ici, par exemple, des choses comme ça. Ce qu'on appelle le équité, ce dont on vient de parler, quoi. Le équité, pas forcément ici, il peut être là, il peut être là, il peut être ailleurs, quoi. Mais c'est un mouvement de complémentarité, toujours des 2 mains. Très intéressant. Merci pour ces points de vigilance pour réussir à corriger ces positions. Le Tanren, le renforcement du corps, c'est quelque chose d'important à Okinawa? Oui, très important. Très, très important. La pratique, dans les dojos que je connais, en tout cas, tu consacres au moins un quart du temps, voire un tiers du temps, souvent, au renforcement du corps. Un tiers du temps. Comment ça se pratique, ce renforcement du corps? Alors nous, c'est beaucoup par le kata sanshin, avec des poids que tu vas des kami, ce qu'on appelle des vases ou toute autre chose qui à peu près ça fait entre 7 et 12 kilos, quoi, selon le pratiquant. Dans certaines écoles, on va accentuer la difficulté avec le fait de ne pas mettre de goulot, je sais pas, tu vois, trop saisissable. Donc il faut renforcer les doigts pour saisir la jarre, quoi, hein. Il y a tout un travail comme ça apporte un positionnement qui va vers le bas, justement, qui amène le poids du corps vers le bas et qui renforce le ventre. Et puis comment on se déplace avec ça, en baissant les épaules continuellement, les omoplates également. Donc ça amène ça. Ça, c'est vraiment un travail très important au Goju-ryu, mais dans tous les styles d'Okinawa de karaté, on voit ça. Renforcement. Donc il y a des outils, il y a tout un tas d'objets lestés, enfin avec lesquels on travaille. Et puis il y a ce travail de frappe, de côté kitai à 2. Ça, c'est une partie vraiment importante. Alors moi, tout ce que je te dis, les Okinawaïens n'en parlent pas. Ils disent ah oui, ça c'est intéressant, mais eux-mêmes, on réfléchit pas pareil. Nous, on a besoin d'expliquer, de chercher, de casser la tête. Eux, des fois, ils sont étonnés devant tout ce qu'on leur dit, quoi. Ah bon, ah oui, c'est bien. Mais même pratique. Mais tu vois, il y a quelque chose de beaucoup plus intuitif, instinctif, social, je sais pas comment dire, un mouvement de sur place, c'est comme ça, chose comme ça. Ce qui ne veut pas dire absolument pas qu'ils sont ni plus bêtes, ni moins cultivés, ni quoi que ce soit. C'est une autre manière de penser et d'approcher la pratique. Et souvent, moi, je me dis, chez les élèves, ils arrivent, ils posent des tas de questions. Ils n'ont rien compris. Et les questions qu'ils posent, on peut pas répondre parce qu'ils ne peuvent pas sentir ce qu'on va leur dire. Ils vont directement dire, j'ai compris. Et le corps n'a rien compris, quoi. Donc, l'Okinawaïen ne pose pas de questions, en général. Et donc, c'est, à un moment donné, il y a un doute qui va venir et puis il va poser une question une fois par an en disant, mais là, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Sinon, c'est beaucoup un travail de répétition, d'imitation. Et ça, c'est pas assez pratiqué chez nous. C'est-à-dire que les gens passent beaucoup par la tête avant, mais n'ont pas compris. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on en parlait la dernière fois, il y a une histoire de savoir révéler. Un savoir révéler, c'est quand on est prêt, on sait. Parce que c'est le moment. Mais si t'as pas 10 ans, 15 ans, 30 ans de pratique, intellectuellement, tu vas dire, ah oui, mais t'as pas compris vraiment, quoi. Donc ça, c'est vraiment important et ça fait partie de ce travail de fond que les Okinawaïens font aussi, tu vois, dans le plaisir. Il y a vraiment, moi la première fois que j'ai été au Japon, je suis passé par Tokyo, je suis descendu après, il y a une réelle différence de pratique. C'est vraiment très, très organisé, très formel au Japon. À Okinawa, on a l'impression que c'est un peu le bordel, mais derrière, tu vois, je te dis, on va boire le thé en plein milieu de pratique, on va discuter, s'asseoir à la table basse, et puis hop, après on recommence, tiens, fais un kata, tout le monde regarde. Il y a quelque chose d'informel dans l'apparence. Et dans le fond, il y a une structure très forte, sociale. Depuis qu'ils sont petits, ils sont habitués à travailler avec des règles fortes, mais ces règles sont tellement acquises que ça devient un naturel, quoi. Donc,
pour reprendre ta question, la pratique de renforcement du corps et tout, elle est pareille. Elle est pas, je vais absolument, certains sont comme ça, mais ils sont exceptionnels. Je vais y aller à fond et tout. C'est plutôt une pratique d'échange. On parle, on renforce en même temps, et puis c'est très décontracté, quoi. Ça me fait soulever plusieurs questions. La première, dans les jarres, elles sont remplies de quoi? Elles sont remplies d'eau, de sable, de quoi? En général, de sable, de cailloux, on parle parce que des fois elles sont suffisamment lourdes en elles-mêmes, quoi. Souvent, ouais. D'accord. L'autre question, c'est, moi j'avais cru comprendre qu'à Okinawa, il y avait beaucoup aussi de tanren qui se faisaient seuls avant la pratique. Ça arrivait régulièrement qu'il y ait de la pratique seule. Et de ce que je comprends de ce que tu dis, ça se fait moins maintenant? Non, c'est que la pratique se fait dans les dojos. Donc après, tu as un temps de pratique, par exemple, quand on arrive en avance, et ça se fait de moins en moins parce que tu vois, les gens ont moins le temps maintenant. Donc la pratique évolue. Et avant, tu arrivais quasiment 1 heure à l'avance, avant l'entraînement vraiment un peu de groupe, quoi. Et donc là, les gens qui arrivent en avance prennent les outils et pratiquent seuls ou à deux. En étant seul, quoi. Enfin, mais voilà. Mais c'est quelque chose, je pense, qui risque de se perdre parce qu'on a de moins en moins le temps de faire ça. Et est-ce que tu penses que c'est important d'essayer de le conserver, ça, de la pratique seule? Si on peut, oui. Tu vois, faut aussi penser avec ce qu'on peut faire maintenant, quoi. Bien sûr. Si on a la possibilité de faire la pratique seule, est-ce que tu penses que c'est un plus? C'est essentiel. La pratique seule, oui. À un moment donné, elle devient plus importante que la pratique en groupe, quoi. À un moment donné, je voudrais être clair. Moi, je suis enseignant, j'ai 44 ans ou 43 ans de pratique, et donc là, la pratique seule, elle est importante, quoi. Mais quand on pratique, il faut pratiquer avec un professeur, il faut pratiquer avec d'autres qui conseillent. Mais plus ça va, plus il faut chercher sa propre pratique. Donc le temps, même je dirais intime, plus que seul, de pratique, c'est important. Parce qu'il y a quelque chose qui devient de plus en plus profond dans la pratique, et la pratique touche à l'intime de la personne. Moi, j'aime pas que quelqu'un me regarde, à part des gens vraiment intimes, ou tu vois, des compagnons de route sur les arts martiaux, mais ma pratique, elle est seule. À ce moment-là, elle est intime, c'est de moi à moi-même, parce que c'est des aspects profonds de nous-mêmes aussi qu'on met en jeu, quoi. Je pense que plus ça va, plus la pratique est profonde. Donc, on partage pas. Et c'est vrai qu'on devient avare de démonstration petit à petit aussi, ou de choses comme ça. Alors que quand on a 10 ans de pratique, par exemple, moi je me rappelle, j'aimais beaucoup montrer ce que je faisais, quoi. Et maintenant, je le fais que ponctuellement et avec des gens avec qui j'ai envie de le faire. C'est comme si tu vois, tu partages un verre avec un ami, et puis tu peux te confier sur plein de choses, c'est un vrai ami, quoi. Et puis après, tu as le verre que tu vas partager avec 10 personnes, puis là, tu me suis. La pratique, c'est un peu la même chose, quoi. Tu as 10 personnes autour de toi, tu vas montrer un aspect de ta pratique. Mais après, un véritable ami, on va travailler sur des choses, on échange. Moi, j'ai beaucoup d'amis comme ça. Tu vois, avec qui je travaille ponctuellement, alors on est très content quand on se voit, et puis c'est des moments riches, parce que, voilà, on échange des choses du cœur. Cœur, tu ne peux pas à tout le monde. Donc, c'est pour ça que je te dis, la pratique seule, c'est lié pour moi à quelque chose d'intime, de plus en plus, et plus on avance en pratique, plus la pratique seule doit prendre de l'importance, à mon avis. Pas oublier, mais on a déjà fait ce travail de travailler avec d'autres. Faut pas oublier. Ça, c'est très important. Mais là, si tu me donnais, tu vois, un truc de balance, au début, je mettrais en haut la pratique sociale en groupe et tout, à 95%, et puis petit à petit, tu vois, ça fait presque comme ça, quoi. On va terminer cette première interview sur l'utilisation du corps et son renforcement. Est-ce que tu as une question que tu aurais voulu que je te pose par rapport à ce thème? Écoute, malheureusement, non, j'ai pas. Ou un thème que tu voudrais développer, ou quelque chose que tu voudrais rajouter. C'est pas obligatoire non plus, hein. C'est plus ne pas oublier le fond de la pratique. On en a beaucoup parlé, tu vois, la structure, le fond, et la forme vient après, plutôt qu'inverser les choses. Ne pas trop se disperser. Il y a tellement de choses à dire. Savoir où on est. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour savoir quels sont les bons choix.
Et c'est jamais les mêmes. 10 ans de pratique, 20 ans de pratique, 30 ans de pratique, on évolue, on doit évoluer. Le goût de la pratique doit, voilà, s'il y avait quelque chose à dire, faire évoluer sa pratique avec le temps et l'âge, et l'expérience. Donc le goût de la pratique doit être différent. Petit à petit. Et on regarde par exemple une vidéo, tu es sur une vidéo il y a 20 ans, tu dois dire mais qui c'est ce gars-là, quoi. Tu vois, il y a tellement de changements, d'évolution, tu te dis mais voilà, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là, quoi. Parce que ça doit évoluer. Voilà, s'il y a quelque chose d'essentiel, si j'ai quelque chose à dire, c'est souvent on pratique de manière un peu automatique et beaucoup de gens restent dans, si on prend Shu, Ha, Ri, qui sont 3 étapes d'apprentissage. Shu, on suit le maître. Ha, on casse les chaînes, etc. et on se critique et on réfléchit. Et Ri, on est libre parce qu'on a tout fait. Et en fait, les gens, beaucoup de gens qui ont 20, 30, 40 ans de pratique restent dans leur période Shu. Ils ne font que répéter. Ah, mais le maître a dit. Mais qui est le maître? Par rapport à moi-même, donc le maître est quelqu'un de respectable, mais il n'est pas moi. Donc à un moment donné, je dois forcément me séparer un peu de sa pratique, quoi. Pour ça, c'est pour ça que tu vois, tu me questionnes sur la pratique personnelle, elle devient importante pour savoir comment moi je dois pratiquer. Telle position est valable pour moi, n'est pas valable pour mon maître ni pour mon élève, quoi. En Zenkutsu classique, on sait qu'il y a une base, la jambe arrière tendue, le pied comme ça, et qu'on a appris ça pour des raisons pédagogiques, etc. Mais après, si au bout de 5 ans, on fait toujours le même Zenkutsu, c'est pas bon, quoi. Le raid à l'arrière, il faut comprendre que la jambe arrière est forte. Ça veut pas dire qu'elle est raide, quoi. Donc, c'est cette évolution de pratique, ce cheminement, ce questionnement, voilà. C'est lié, tu sais, parce que j'étais par rapport à la place sur la voie, quoi, hein. Moi, je suis ici, donc j'ai encore tout ça à apprendre, mais au moins je sais ça, c'est pas la peine d'y rester, d'y revenir, à refaire des Gelen Barai de la même manière. À un moment donné, le Gelen Barai, c'est juste un mouvement de bras parce que le corps est derrière. Tu vois, pour donner un exemple, je suis un petit peu long dessus, je sais pas, mais en tout cas, moi, Guy vient souvent, Guy Sauvin ici, il vient dans la yoga, on pratique ensemble, et il aime bien avoir certains élèves, mes élèves qui viennent en même temps, et il aime beaucoup demander à Alain, tiens, fais-moi un kata. Puis Guy est très direct, donc derrière, il dit, voilà, ça va pas. Et une fois, il a montré. Et Yann Shonan. Je sais pas si tu connais le premier kata de Shotokan. Et je me suis dit, comment il fait? Comment il a fait? Une rapidité incroyable. 80 ans. Et bam, ça partait, mais il y avait rien d'inutile. Tu vois, au lieu de monter, bam, ça part. Et tu sais que tout va marcher, quoi. Donc, c'est plus du tout le même kata. C'est plus du tout la même forme. Le fond y est, mais beaucoup plus fort, quoi. C'est vraiment intéressant, ça. Tu vois un pratiquant qui débute, qui va chercher son mouvement, tu as celui qui a acquis, qui est un petit peu content de lui-même et qui va faire un beau mouvement, mais qui a rien à l'intérieur, etc. Et puis après, ça évolue, et puis à un moment donné, il reste plus rien de la forme extérieure, il reste que des principes. Et ça, moi, j'adore voir ça. C'est-à-dire cette évolution, tu vois, chez les gens. Et puis toi, à un moment donné, plus tu avances, plus tu vois des gens qui sont derrière toi, quelque part, et moins de gens devant. Mais quand t'as quelqu'un devant, et qui fait ça, tu te dis, waouh, c'est merveilleux, parce que j'ai encore tellement à apprendre, quoi. Et se retrouver élève comme ça, et puis se prendre une baffe un petit peu technique, quoi. Enfin, tu vois, c'est super, quoi. C'est stimulant. C'est stimulant, ouais. Puis surtout de se dire, tiens, jusqu'à 80 ans, tu gardes ce même esprit. Ça, c'est merveilleux. Est-ce que toi, tu aurais une question à me poser sur ce thème-là? Sur quel thème? L'utilisation du corps dans la pratique, le renforcement, l'utilisation. Comment? À toi personnellement? Oui. Ouais, comment tu fais, toi? Moi, je pratique beaucoup seul pour le renforcement. J'ai un prof qui nous a beaucoup éduqués là-dessus. Il enseignait avant au Krebs. Donc, sur le renforcement du corps, il nous a éduqués. J'ai eu cette chance-là. Et après, je travaille seul. Je me suis formé aussi à côté, en montant le blog, etc. Et donc beaucoup de travail seul, varié, et surtout j'essaye alors selon les périodes de l'année, selon ce que j'ai envie aussi, hein, parce qu'il faut aussi prendre de plaisir, c'est ce que tu disais, c'est important que ce soit pas une corvée, mais j'essaye toujours d'être au plus proche de ma pratique. Je prends l'exemple, j'avais fait une vidéo dessus, il y a beaucoup de gens qui font du HIIT, mais ils font du HIIT complètement décorrélé de leur... par exemple, s'ils ont des sports de combat où ils ont des rounds, ils vont faire des HIIT décorrélés de ça. Alors qu'on peut faire des HIIT sur différents temps,
sur les temps du round, on peut faire des hits sur les temps d'action. On sait que par exemple ça va être 5 secondes d'action, 5 secondes de repos, ou 10 secondes d'action, 5 secondes de repos selon les styles. On peut faire des choses comme ça, donc j'ai tendance à être au plus proche de ma pratique, déjà parce que ça me plaît, et aussi pour être en cohérence avec ce que je fais. Tu pratiques quoi comme arts martiaux Mon art martial, ma discipline de base que je pratique depuis maintenant 20 ans, c'est le Jujutsu Mushin Ryu. C'est un Jujutsu qui a été formé, j'aime bien dire, mais il a rien inventé, il le dit lui-même, c'est une méthode qui a été faite par Armand Vallée, donc il y a maintenant de ça 40, 50 ans, quarantaine d'années. Lui, il avait appris le Jujutsu, le Hapkido, donc l'aïkido, le judo aussi, le kendo, notamment en Espagne avant d'arriver. Quand il est arrivé ici, il a continué à se former. Et quand il a voulu faire du jujutsu, réellement reprendre le jujutsu ici, parce qu'il avait continué à se former en Espagne, mais il a voulu ici trouver un club, il n'a pas trouvé de jujutsu tel qu'il en connaissait, ouvert, et le jujutsu de la Fédération française de judo, dont il était responsable pendant un temps, il était responsable technique pour le sud de la France, ne l'a pas convaincu, et donc il a créé sa propre méthode pour ces raisons-là. Super. C'est vrai qu'il y a une évolution terrible, je trouve, tu vois, moi j'ai commencé en 79, si je regarde dans les années 80, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Maintenant, il y a un foisonnement. Je dirais, le défaut éventuel de ça, c'est le papillonnage, quoi. C'est vrai que... C'est le risque de papillonner, il faut savoir pourquoi on va ailleurs, quoi. Mais au moins, il y a une pratique beaucoup plus intelligente. Oui. Mais c'est assez propre à la France de ce que m'expliquait Armand. En Espagne, ça a été très vite, il y avait c'était beaucoup plus ouvert. Et son prof faisait venir des profs de Corée, des choses comme ça. Lui, c'est comme ça qu'il a eu autant accès à beaucoup de choses, quoi. Mais en France, on est particulier, hein. On est quand même assez... On donne accès à tout le monde, après, avec le côté fédération et municipal, ça donne accès quand même à beaucoup de gens, c'est assez facile, c'est pas cher, comparé à l'Espagne, à l'Allemagne, des choses comme ça, où les cours sont beaucoup plus chers. Par contre, c'est beaucoup plus difficile d'en devenir professionnel. Ça, c'est un autre problème. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview, Jean. Merci à vous de nous avoir suivis. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Jean, si on veut prendre des cours avec toi? Alors moi, j'enseigne à Mozac, c'est au sud de Toulouse. De temps en temps à Toulouse. Après, je fais des interventions ponctuelles ailleurs à Tours, mais je suis domicilié, moi, au sud de Toulouse, à 25 km, au sud de Toulouse, à Mozac. Et voilà. Pour suivre tes actualités, il y a donc ton site. On a un site pour le karaté, tout ça est en évolution. Moi, sur Facebook, on peut me contacter, hein, je suis pas du tout fermé. Moi, je mets beaucoup d'infos sur Facebook quand il y a des stages, des choses comme ça. C'est plutôt sur Facebook. Ouais. Ok, donc on mettra ton Facebook en lien, comme ça vous pourrez aller le retrouver et ne pas manquer ses prochaines interventions. Merci beaucoup pour ton temps, merci à vous, à très vite. Tchoubaï. Merci. Merci d'avoir écouté Causerie d'experts, votre podcast proposé par le blog Corps et Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite, tchoubaï.